Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce nouveau webinaire SEVA. Avant de commencer, pouvez-vous me confirmer via le chat que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Ok, parfait, merci beaucoup. Alors, je me présente, je suis Cécile Collignon, vétérinaire et responsable technique chez SEVA pour les gammes notamment hypertension et néphrologie. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau webinaire sur l'hypertension artérielle, mais on va s'intéresser notamment aux lésions cardiaques. Et c'est la raison pour laquelle j'ai le grand plaisir d'accueillir Valérie Chedboul, professeure en cardiologie à l'unité de cardiologie d'Alfort, qui va nous parler de l'hypertension artérielle chez le chat, mais du point de vue du cardiologue. À ce propos, Valérie va nous expliquer quelles sont les conséquences de l'hypertension artérielle chez le chat, quelles sont les lésions, comment les observer et les traiter. Nous allons vous proposer 2 sondages au cours de la présentation pour connaître vos habitudes et vos connaissances sur ce sujet. Et enfin, je vous propose de poser vos questions au fur et à mesure de la présentation et on y répondra à la fin. Avant de terminer cette courte introduction, je remercie chaleureusement Denis et Vetofocus pour leur participation à la transmission des invitations. Valérie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Cécile. Bonjour et bienvenue à cette web conférence sur l'hypertension artérielle et notamment ses conséquences cardiaques. Je tenais tout d'abord à remercier le laboratoire SEVA de m'y avoir convié et particulièrement Cécile Collignon avec qui c'est toujours un très grand plaisir de travailler en toute sérénité. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec elle, donc il faut toujours dire les bonnes choses et je le dis. Et je tenais à remercier également tous les confrères qui sont fidèlement présents. Je sais qu'il y a plusieurs centaines d'inscrits. Il y en a certains qui le verront probablement en replay parce que c'est peut-être pas un horaire facile quand on est en clientèle. En tout cas, merci à tous de votre fidélité. Bien évidemment, j'eus préféré avoir ce grand plaisir d'enseignant de vous faire cet exposé des visu dans un bel amphithéâtre, mais on espère que ce sera de nouveau possible en 2021. Alors, quelques mots d'introduction pour rappeler que la pression artérielle systémique, que l'on appelle plus volontiers la pression artérielle tout court, pour simplifier, c'est la pression régnant donc dans l'aorte et ses ramifications. Et comme vous le savez, il ne s'agit pas d'une constante puisqu'elle oscille entre deux valeurs. Une valeur maximale mesurée en systole lorsque la valve aortique est ouverte et que le ventricule éjecte dans l'aorte, et une valeur minimale mesurée donc en diastole lorsque, à contrario, la valve aortique est fermée. Comme chez l'homme, la pression artérielle augmente avec l'âge. Chez le chat, on estime qu'elle augmente de 1 à 2 mm de mercure tous les ans chez les chats seniors, c'est-à-dire les chats de plus de 9 ans. L'hypertension artérielle systémique, que l'on appelle plus volontiers hypertension tout court pour simplifier là encore, se définit de façon logique comme l'augmentation chronique, systolique et ou diastolique de la pression artérielle systémique. Comme l'indique le consensus ACVIM, c'est-à-dire du Collège américain de médecine interne vétérinaire sur la question, un consensus qui a été d'abord publié en 2007 et qui a été revisité récemment en 2018, eh bien on considère qu'il y a hypertension artérielle à partir de valeurs respectivement en systole et diastole de 160 et 100 mm de mercure. Notons d'emblée que quelle que soit la méthode de mesure, c'est-à-dire oscillométrique et Doppler, eh bien la valeur de pression artérielle systolique est vraiment la valeur mesurée la plus fiable chez le chat vigile. Et c'est la raison pour laquelle vous remarquerez que les recommandations, qu'elles soient diagnostiques, qu'elles soient thérapeutiques, de même que les essais cliniques prospectifs réalisés sur l'hypertension artérielle féline, ne sont fondés que sur la seule valeur de la pression artérielle systolique. Alors, notre sujet du jour est donc consacré à l'hypertension artérielle féline. Alors, c'est un sujet très important en pratique pour deux raisons essentielles, sa prévalence et sa gravité. Concernant sa prévalence, on sait qu'il s'agit de l'affection cardiovasculaire prédominante du chat âgé,
pouvant de surcroît évoluer de façon traître, c'est-à-dire à bas bruit. On estime ainsi qu'un chat sur 8, senior, c'est-à-dire âgé de plus de 9 ans, en apparente bonne santé, donc tout va bien, non azothémique, eh bien, est hypertendu, ce qui est loin d'être négligeable. C'est la raison pour laquelle on dit toujours que l'hypertension artérielle, que ce soit pour l'homme ou pour l'animal, c'est un tueur silencieux. Alors pourquoi un tueur? Eh bien parce que l'hypertension artérielle peut être à l'origine, si elle n'est pas traitée suffisamment tôt ou bien, à l'origine donc de lésions organiques qu'on appelle en français les LOC, LOC pour les premières lettres de lésions des organes cibles. Et ces lésions peuvent effectivement conduire au décès de l'animal s'il s'agit des organes vitaux comme le rein, le cœur et le cerveau. Et notre sujet du jour, ce sont donc les lésions cardiaques secondaires à l'hypertension artérielle, ce que l'on regroupe sous le terme générique de cardiopathie hypertensive. Alors, je vous propose au menu quelques rappels, tout d'abord très brefs, pour planter le décor sur l'hypertension artérielle féline. Nous allons ensuite décrire les principales caractéristiques de la cardiopathie hypertensive et enfin, nous dirons pour finir, bien sûr, quelques mots concernant le traitement. Alors, quelques rappels très simples, l'étiologie notamment. Vous savez que contrairement à l'homme, l'hypertension artérielle chez le chat, dans la majorité des cas, est la conséquence d'une autre affection. Effectivement, dans plus de 80% des cas, c'est une hypertension que l'on qualifie de secondaire. De grandes causes que vous connaissez bien. En 1 est de loin prédominante la maladie rénale chronique et en 2, beaucoup moins fréquemment à l'origine d'hypertension, l'hyperthyroïdie. Mais ces deux grandes causes expliquent très bien que l'hypertension artérielle soit l'apanage des chats âgés, notamment des chats âgés de plus de 9 ans. Les autres causes plus rares incluent un certain nombre de dysendocrinies, l'hyperaldostéronisme, qui est une dysendocrinie elle-même rare, ou le diabète sucré, mais c'est vrai que l'hypertension est plus volontiers à l'origine, le diabète sucré est plus volontiers à l'origine d'hypertension chez l'homme et éventuellement chez le chien, beaucoup moins chez le chat. Alors, juste quelques mots concernant la maladie rénale chronique. Effectivement, les complications d'hypertension lors de maladies rénales chroniques sont très fréquentes. Dans une très jolie étude ayant inclus plus de 260 chats insuffisants rénaux seniors, eh bien 40% d'entre eux, donc presque 1 sur 2, étaient hypertendus au moment du diagnostic ou en péridiagnostic, et le suivi longitudinal des chats normaux tendus a montré que presque 1 sur 5, donc 17% exactement, devenait hypertendu sur une période médiane de 1 an. Ainsi, les recommandations sont les suivantes. Un suivi longitudinal tensionnel régulier de ces chats insuffisants rénaux est conseillé et il est même recommandé par l'ISFM. L'ISFM, c'est la Société internationale de médecine féline, donc recommandé au moins tous les 3 à 6 mois. Deuxième rappel, dernier rappel, les conséquences de l'hypertension artérielle. Comme nous l'avons déjà effectivement évoqué dans l'introduction, l'hypertension artérielle est une affection potentiellement grave puisqu'elle peut entraîner des lésions de 4 organes cibles princeps. Ces lésions, on s'en souvient très bien puisqu'on peut les retenir grâce à l'anagramme CROC, CROC pour les premières lettres de cœur, rein, œil et cerveau. Effectivement, l'hypertension artérielle peut entraîner, et c'est notre sujet du jour, des lésions cardiaques, ce que l'on appelle donc la cardiopathie hypertensive. Elle peut aussi être à l'origine de lésions de néphroangiosclérose. Elle peut engendrer, vous le savez, des lésions du fond d'œil, ce que l'on appelle la rétinopathie hypertensive, avec plus rarement de l'hyphéma. Et elle peut entraîner malheureusement des lésions cérébrales, ce que l'on appelle encore l'encéphalopathie hypertensive. Si ces lésions sont étendues, on a alors une perte de fonction de ces organes, conduisant bien sûr pour l'œil à la cécité, mais plus grave pour le pronostic vital concernant les 3 autres organes, insuffisance cardiaque congestive, insuffisance rénale aiguë, convulsions et coma, pouvant conduire donc à la mort de l'animal. Le risque de ces lésions des organes cibles dépend des valeurs tensionnelles et notamment donc de la pression artérielle systolique.
Selon l'IRIS, selon aussi le dernier consensus AGVIM, ce risque de lésion des organes cibles est considéré comme élevé à partir de valeurs de 180 mm de mercure. À partir de 180 mm de mercure, en effet, on considère que l'hypertension artérielle est importante. Ce risque est moyennement important entre 160 et 179 mm de mercure. Et chose intéressante, ce risque existe, même s'il est modéré, pour des valeurs, on va dire, limites supérieures de pression artérielle systolique entre 140 et 159 mm de mercure. On y reviendra à propos du traitement, et c'est ce qui définit l'état pré-hypertensif. Alors envisageons à présent les caractéristiques de la cardiopathie hypertensive. Le cœur gauche est effectivement un des organes cibles de l'hypertension artérielle, ce qui est tout à fait logique, ne serait-ce que pour des raisons anatomiques, le ventricule gauche étant branché sur l'artère en surpression qui est l'aorte. On comprend aisément donc que la première expression de la cardiopathie hypertensive soit le remodelage du ventricule gauche, un remodelage d'abord microscopique puis macroscopique. Alors, ce remodelage a bien été étudié chez l'homme, notamment sa pathogénie, ses conséquences physiopathologiques, puisqu'effectivement, vous le savez, malheureusement, l'hypertension artérielle est un problème majeur de santé publique mondiale pour l'homme, avec, on estime, plus d'1 milliard de personnes concernées par l'hypertension artérielle sur notre planète. Juste pour culture générale ou pour information, avant le Covid, donc avant l'année 2020, qui n'est pas une année très heureuse, mais jusqu'en 2017-2019, selon des rapports donc récents de l'OMS, la mortalité cardiovasculaire pour nous les humains, eh bien, ça restait, ou ça reste encore, la première cause de décès dans le monde, avec environ 17 millions de décès. Et il faut savoir que sur ces 17 millions de décès cardiovasculaires, il y en a 10 imputables à l'hypertension artérielle. Alors, je vous propose de commencer par l'homme, tout simplement parce que c'est toujours intéressant d'avoir cette culture générale. Quelles sont les caractéristiques de la cardiopathie hypertensive humaine? Et dans un deuxième temps, nous allons la comparer à la cardiopathie hypertensive féline. Alors, les principales caractéristiques chez l'homme de la cardiopathie hypertensive sont les suivantes. On sait qu'elle débute par une fibrose du myocarde, une fibrose interstitielle associée à une désorganisation des fibres myocardiques, exactement comme dans la myocardiopathie hypertrophique, chez l'homme ou chez le chat d'ailleurs. Cette fibrose, si elle est relativement étendue, va conduire à une dysfonction diastolique, donc un défaut de remplissage du ventricule gauche, une dysfonction assez précoce, sans hypertrophie au départ. Ensuite survient une hypertrophie concentrique du ventricule gauche, une hypertrophie de phénotype extrêmement variable dans sa localisation et dans son importance. Cette hypertrophie, elle peut concerner jusqu'à 50% des patients hypertendus dans certaines séries. Elle résulte d'une augmentation de taille des cardiomyocytes ventriculaires gauche et elle est quasiment toujours associée malheureusement à une ischémie du myocarde. Alors pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il y a un remodelage des coronaires dans l'hypertension artérielle. Les artères coronaires pâtissent de cette surpression puisqu'elles sont branchées sur l'aorte. Et puis de surcroît, l'ischémie provient d'un déséquilibre entre l'hypertrophie du myocarde d'une part et d'autre part la densité de la réserve coronarienne. Si l'hypertension n'est pas traitée, si elle perdure, on a alors d'autres complications, des altérations notamment systoliques et l'apparition d'une hypertrophie excentrique de moins bon pronostic. Tout ceci peut donc conduire à des complications cardiovasculaires mortelles comme l'insuffisance cardiaque, comme l'infarctus du myocarde ou comme des arythmies malignes comme les troubles du rythme ventriculaire et la fibrillation ventriculaire. La cardiopathie hypertensive inclut également des anomalies de la base du cœur, notamment de l'aorte, avec anévrisme et dissection aortique, pouvant bien sûr conduire à la mort. Ces altérations structurelles et fonctionnelles du ventricule gauche surviennent bien sûr en réponse à la surcharge barométrique, donc l'augmentation de la post-charge, qui directement va agir en augmentant la contrainte pariétale sur le ventricule gauche. C'est ce qu'on appelle l'augmentation de stress pariétal.
D'où l'augmentation de la masse ventriculaire gauche par modification, c'est un peu plus complexe que ça, il y a une modification de l'expression d'un certain nombre de gènes myocytaires. Mais ce serait trop simple s'il n'y avait que l'augmentation de pression qui augmentait la masse du ventricule gauche. On sait chez l'homme que la pathogénie de la cardiopathie hypertensive est en réalité complexe, résultant d'interactions variées, faisant bien sûr intervenir ce facteur hémodynamique, mais faisant intervenir également des facteurs génétiques et humoraux. Alors, par exemple, chez l'homme, on sait que le polymorphisme des gènes codant pour les protéines du système rénine-angiotensine-aldostérone influence le degré d'hypertrophie du ventricule gauche. Ceci signifie que nous ne sommes pas tous égaux, malheureusement on le sait génétiquement, et que certains d'entre nous sont génétiquement programmés pour développer des hypertrophies ventriculaires gauche plus importantes que d'autres. Et ensuite, bien sûr, on a des facteurs humoraux qui peuvent intervenir pour augmenter cette masse du ventricule gauche, des facteurs de remodelage que l'on va retrouver notamment dans certaines maladies causales de l'hypertension artérielle. C'est le cas de l'aldostérone, de l'angiotensine 2 ou encore des hormones thyroïdiennes. Ceci explique que chez l'homme, et on verra que c'est pareil chez le chat, il n'existe pas toujours de corrélation entre l'importance de l'hypertrophie du ventricule gauche et les valeurs tensionnelles, puisque l'augmentation de la post-charge n'est pas le seul mécanisme pathogénique impliqué. Alors, quelles sont les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles du remodelage ventriculaire gauche chez le chat ? Alors, chez le chat comme chez l'homme, la cardiopathie hypertensive féline est caractérisée dans un premier temps par à la fois une désorganisation du myocarde et une fibrose, notamment en région sous-endocardique, là où s'exercent les contraintes pariétales. Et puis, dans un deuxième temps, si l'hypertension n'est pas traitée, on va retrouver une hypertrophie du myocarde qui pourrait être caractérisée très bien par imagerie médicale et notamment par échocardiographie. Ainsi, dans une étude que nous avions réalisée avec l'École nationale vétérinaire de Toulouse, et j'en profite pour remercier mon ami et collègue Hervé Lefebvre, qui était très impliqué dans cette étude, on a pu étudier en mode bidimensionnel et temps mouvement presque 60, donc 58 chats hypertendus. Et cette étude a permis de confirmer que la cardiopathie hypertensive est très fréquente chez le chat, puisque dans cette étude, 85% des chats hypertendus avaient bien un remodelage du ventricule gauche, notamment une hypertrophie du ventricule gauche, et 15% seulement avaient un examen échocardiographique parfaitement normal. Chez les 85% de chats hypertendus, 5 géométries anormales du ventricule gauche ont pu être décrites avec l'hypertrophie ventriculaire gauche concentrique prédominante, c'était quasiment 60% des cas, l'hypertrophie pouvant être diffuse, symétrique ou diffuse, asymétrique, comme vous le voyez schématisé ici, à prédominance septale ou à prédominance pariétale. Les deux autres géométries anormales étaient l'hypertrophie excentrique et l'hypertrophie septale en région sous-aortique, représentant 13% des cas chacune. Alors, cette hétérogénéité phénotypique, eh bien, c'est la même que l'on a chez l'homme lors de cardiopathie hypertensive et c'est la même que l'on a aussi chez l'homme et chez le chat lors de myocardiopathie hypertrophique. Notons que dans cette étude, aucune corrélation n'a été constatée entre les épaisseurs pariétales d'une part et les valeurs de la pression artérielle systolique d'autre part, exactement comme chez l'homme, et on comprend bien maintenant pourquoi, à savoir que l'augmentation de la post-charge n'est pas le seul mécanisme impliqué. De ces résultats, quelques conséquences pratiques, et notamment celle-ci, la mise en évidence d'une hypertrophie du ventricule gauche à l'examen échocardiographique, inexpliquée par une autre cause comme la sténose aortique, doit systématiquement faire penser à l'hypertension artérielle, surtout bien sûr si l'animal est âgé et encore plus s'il est atteint d'une affection causale. Ainsi que l'hypertrophie soit concentrique, symétrique ou non, qu'elle soit excentrique, ou qu'elle soit localisée en région sous-aortique, tout ceci doit conduire à la mesure de la pression artérielle. Je vais masquer ça, voilà. Doit conduire, je ne sais pas si c'est bon, voilà, à la mesure de la pression artérielle.
Alors, notons que ces lésions, concentriques, excentriques, sous-aortiques, eh bien, s'accompagnent, comme chez l'homme, d'une altération de la fonction du myocarde. Donc finalement, c'est très ressemblant. Cette altération de la fonction myocardique a été bien démontrée chez le chat par un examen que j'aime beaucoup, ça s'appelle l'examen Doppler tissulaire, parce que c'est très beau. En voici quelques exemples. L'examen Doppler tissulaire en anglais, c'est le TDI pour Tissue Doppler Imaging. Alors, juste quelques mots, à la fois pour votre information culture générale et pour le plaisir des yeux. Cet examen TDI en mode bidimensionnel couleur, comme vous le voyez ici, permet l'analyse des vitesses et directions de tout petits segments du myocarde de 1 à 2 mm. En général, chez le chat, on travaille sur des segments de 1 mm seulement. Et on peut analyser ces petits segments de façon concomitante sur une cartographie couleur et on peut regarder comment ils bougent, quel est leur déplacement, à la fois dans le sens longitudinal et dans le sens radial. Tout dépend des incidences choisies. Eh bien, une étude que nous avions réalisée sur plus d'une centaine de chats, il y a un certain temps maintenant, dans le cadre d'un doctorat et sciences de Carolina Carlos, que je remercie ici, eh bien, on a pu constater que l'hypertension artérielle, effectivement, était associée à des altérations myocardiques importantes et tout à fait similaires à celles retrouvées dans la myocardiopathie hypertrophique. Donc, en résumé, cette altération myocardique, comme chez l'homme, elle est essentiellement diastolique, donc phase de remplissage du ventricule gauche. Elle est très marquée, comme chez l'homme et comme lors de myocardiopathie hypertrophique, pour le mouvement longitudinal du muscle cardiaque. Et probablement le plus important en pratique, eh bien, cette altération diastolique, elle apparaît avant les modifications macroscopiques, notamment l'hypertrophie du ventricule gauche, exactement comme chez l'homme. Et c'est vrai que dans cette étude, tous les chats hypertendus qui n'avaient pas encore d'hypertrophie du ventricule gauche, ils avaient tous une altération diastolique. Alors, la conséquence pragmatique de ceci, c'est qu'un chat hypertendu est à risque de développer une insuffisance cardiaque congestive, même lorsqu'il n'a pas de dilatation atriale gauche, même lorsque l'hypertrophie ventriculaire gauche est modérée ou absente. Et le cas typique de ces situations à risque, c'est le chat hypertendu que l'on va perfuser, même si l'hypertrophie donc est modérée ou absente. Le fait de perfuser, si la perfusion, on va dire, est intempestive quelque peu, eh bien, on a des risques de développer une insuffisance cardiaque congestive en raison de l'altération de la fonction diastolique qui est en quelque sorte non encore apparente. Alors, quelles sont les autres caractéristiques de la cardiopathie hypertensive féline? Alors heureusement, tous les chats hypertendus avec hypertrophie du ventricule gauche ne vont pas développer une dilatation atriale gauche. On la retrouve chez 20% des chats hypertendus. On en voit ici un exemple avec un rapport atrium gauche sur aorte de 2, la normale étant en dessous, si on mesure à ce moment du cycle cardiaque, en dessous de 1,2. Et puis heureusement, tous ces chats ne vont pas développer de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque congestive est plus rare. Là encore, c'est vrai que ce qu'on voit en pratique, c'est plus souvent associé à une perfusion, mais on en voit moins maintenant parce que on mesure de façon plus systématique, bien sûr, la pression artérielle avant de perfuser. Donc cette insuffisance cardiaque, selon les études, on la retrouve entre 2 et 12% des cas. On en a un exemple ici, c'était un chat insuffisant rénal, hypertendu, et la perfusion avait favorisé l'apparition d'un œdème pulmonaire. Alors à ce sujet, je pense que Cécile avait une petite question pour vous. Oui, effectivement, voici le premier sondage qui va arriver dans quelques secondes a priori. Mesurez-vous la pression artérielle chez un chat en insuffisance rénale aiguë avant de le perfuser? La question devrait arriver très bientôt, voire très vite. Alors moi, j'ai pas accès, il faut peut-être que j'arrête le partage d'écran. Non, je pense que c'est bon. Ok, d'accord. Alors, non, c'est le sondage qui tarde un petit peu à arriver, mais ça vous laisse au moins déjà l'occasion de réfléchir à la réponse, les réponses étant soit oui systématiquement, oui parfois ou non jamais. Alors. Ah,
De toute évidence, il n'a pas envie d'arriver, ce sondage. Faut peut-être que j'arrête mon partage d'écran. C'est peut-être Alors, pour attendez. ça. Je vais enlever. Non, restez avec. Ah, ok. Ah, alors, je viens d'avoir la réponse, pardon. 70 à 75% ne le font jamais. D'accord. Voilà. Alors, c'est bien parce que j'espère qu'après cette conférence, ils vont le faire toujours. Voilà, parce qu'effectivement, même si l'échographie est en apparence le mode bidimensionnel est en mouvement et normal, on a des risques à cause de cette altération diastolique qui est assez précoce. Merci beaucoup. Alors, on continue notre chemin avec les autres conséquences de l'hypertension artérielle. On a vu la dilatation atriale gauche, l'insuffisance cardiaque congestive, mais il ne faut pas oublier que l'hypertension peut entraîner des modifications de la base du cœur et notamment de l'aorte ascendante que l'on peut voir sur des clichés radiographiques. Vous en avez un exemple à gauche ou que l'on peut voir par examen échocardiographique. Vous en avez ici un exemple à droite sur la coupe grand axe, 5 cavités obtenues par voie parasternale droite. C'est une coupe qui montre l'aorte en longitudinal, le cœur étant allongé à l'horizontale. Donc, l'image typique de la dilatation aortique secondaire à une hypertension artérielle, c'est celle-ci. Les parois apparaissent divergentes, donnant un aspect évasé à l'aorte. Pourquoi un aspect évasé? Eh bien, parce que ce qui va se dilater en premier ou préférentiellement, ce sont les parties 3 et 4 de ce schéma, c'est-à-dire la jonction sino-tubulaire en 3 et l'aorte ascendante proximale en 4. Ce n'est que beaucoup plus tardivement qu'apparaît une dilatation de l'anneau en 1 ou une dilatation du sinus de Valsalva. Pour confirmer cette dilatation en 3 et 4, c'est-à-dire respectivement au niveau de la jonction sino-tubulaire et de l'aorte ascendante proximale, il suffit de mesurer les diamètres à ces endroits et faire des rapports D3 sur D1, donc rapport entre le diamètre au niveau de la jonction sino-tubulaire et D1, c'est le diamètre au niveau de l'anneau aortique. Et même chose, on fait D4 sur D1, D4, donc diamètre au niveau de l'aorte ascendante proximale rapporté au diamètre de l'anneau aortique. Si vous avez une valeur qui dépasse 1,25, eh bien c'est assez typique de ces dilatations de la base de l'aorte secondaire à l'hypertension artérielle systémique. Alors, cette dilatation aortique, parfois, est telle qu'elle entraîne quand même une dilatation de l'anneau aortique, donc en 1, et il peut se produire une déformation des cuspides avec même défaut de coaptation des cuspides, d'où insuffisance aortique secondaire, l'insuffisance aortique semblant quand même plus rare chez le chat que chez le chien. Alors, plus grave encore, cette dilatation de l'aorte peut être telle qu'on parle d'anévrisme de l'aorte, et il peut s'agir d'un anévrisme disséquant, c'est-à-dire que l'intima de l'aorte va se séparer de la média. On parle de dissection aortique. Alors, vous avez ici l'exemple d'un chat de 10 ans qui nous était référé pour syncope. Il était hypertendu, une pression artérielle systolique très élevée, 260 mm de mercure. Et vous voyez ici que l'aorte, elle est divisée en deux parties par ce qu'on appelle la membrane disséquante. On parle aussi en échographie de flap intimal, ça s'appelle comme ça, avec cette intima qui flotte au sein de la lumière aortique et qui la sépare en deux. Petite question pour vous, petit sondage. Je passe la parole à Cécile. Merci Valérie. Alors, saviez-vous que l'hypertension artérielle peut expliquer une dilatation ou une déformation de l'aorte chez le chat? Et donc, c'est pareil, je vous lance le sondage qui devrait arriver dans quelques secondes et je vous laisse une petite minute pour y répondre en sachant que la réponse est soit oui ou soit non. Alors, je vous laisse encore quelques secondes. Et alors, je vais fermer les votes. Et globalement, on est à peu près à 50-50, c'est-à-dire qu'on a 48 à 50% des participants qui le savaient et 59-60. Alors, ça varie très vite, hein. Donc, je vais fermer les votes maintenant. Mais bon, globalement, on est quasiment à 50-50, avec peut-être voilà, un peu plus de personnes qui ne savaient pas.
D'accord, c'est bien, comme ça permet d'expliquer certaines modifications, même radiographiques, du chat âgé. Très bien, alors dernière partie de cette description de la cardiopathie hypertensive, quelles en sont les conséquences cliniques? Eh bien, la conséquence clinique directe est la suivante. L'hypertension artérielle est bien sûr caractérisée par une proportion non négligeable de signes cardiovasculaires au sein quand même d'une expression clinique, vous le savez, extrêmement polymorphe. Parmi ces signes cardiovasculaires qui surviennent en même temps que signes oculaires ou indépendamment, polyuropolydipsie, troubles digestifs, signes cliniques nerveux, etc. Eh bien, ces signes cardiovasculaires sont les suivants. Si l'on reprend l'étude réalisée avec nos collègues de l'école vétérinaire de Toulouse, eh bien, on avait dans les 2 tiers des cas un souffle systolique apexien gauche, on avait un bruit de galop dans 16% des cas et on avait des signes d'insuffisance cardiaque congestive dans 12% des cas. Alors, on pourrait croire, quand on regarde comme ça, une lecture un peu primaire de ces résultats, pourrait nous faire dire, ah, alors dites donc, le souffle, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fréquent dans l'hypertension, donc c'est vraiment le signe d'appel le meilleur. Et le bruit de galop, finalement, c'est pas terrible parce qu'on a que 16% des cas. En fait, ça c'est la lecture brute. Si on le lit de façon un peu plus fine, c'est ce qu'on a essayé de faire avec un groupe contrôle, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Et en particulier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les signes cliniques de nos chats hypertendus avec un groupe contrôle normotendu de chats donc âgés, la moyenne c'était 10 ans, et c'était des animaux tous référés pour suspicion d'hypertension, mais ils ne l'étaient pas. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Mais on a constaté que chez ces animaux âgés, on avait une proportion non significativement différente de souffle systolique apexien gauche. Et ça, on le sait maintenant bien. À l'époque, on le savait moins, mais on le sait bien maintenant. Les souffles d'insuffisance mitrale sont très fréquents, d'abord chez le chat en général, encore plus chez le chat âgé. On peut très bien avoir de la dégénérescence valvulaire mitrale, des toutes petites lésions mineures, sans pour autant avoir de lésions du myocarde. Donc, un souffle systolique apexien gauche est une découverte tout à fait, on va dire, banale chez l'animal âgé. Et bien évidemment, c'est l'examen échographique qui vous permet de faire le diagnostic différentiel entre lésion du myocarde ou absence de lésion du myocarde. Plus intéressant, et donc avec une plus grande valeur sémiologique, le bruit de galop, parce qu'en effet, ce qu'on a trouvé, c'est qu'aucun des chats normotendus n'avait un bruit de galop à l'auscultation, alors que les chats hypertendus, eux, c'est dans cette catégorie-là qu'on avait le bruit de galop. Et plus intéressant encore, ces 16% de chats hypertendus avec bruit de galop avaient tous, à l'examen échocardiographique, une hypertrophie du ventricule gauche généralisée ou localisée. Et c'est d'ailleurs probablement cette hypertrophie du ventricule gauche qui expliquait le bruit de galop. D'où cette petite morale de ces résultats, à savoir que l'audition d'un bruit de galop chez un chat senior a beaucoup de valeur sémiologique et doit vous faire suspecter une hypertension artérielle et plus encore une hypertension artérielle avec cardiopathie hypertensive, c'est-à-dire remodelage du ventricule gauche. La deuxième cause, bien sûr, c'est aussi la myocardiopathie, notamment hypertrophique. Mais on doit suspecter chez un chat senior avec bruit de galop en premier lieu, hypertension avec remodelage du ventricule gauche. Alors, quelques mots pour finir, bien sûr, concernant le traitement. Le traitement de la cardiopathie hypertensive, c'est avant tout le traitement de sa cause et donc le traitement de l'hypertension artérielle, assorti, si cela est possible, du traitement spécifique de la maladie causale, notamment le traitement, par exemple, de l'hyperthyroïdie, si c'est l'hyperthyroïdie qui est responsable de cette cardiopathie. Pour rappel, quelques mots concernant le traitement de l'hypertension artérielle. Il fait l'objet maintenant de recommandations internationales via 2 consensus, un consensus AGVIM et un consensus de l'ISFM, c'est-à-dire la Société internationale de médecine féline. De façon... Je crois que nous avons perdu Valérie. Vous m'entendez? Oui. C'est bon? Oui. C'est bizarre, ça a coupé tout seul. Vous en étiez où? Alors, au niveau du traitement. Oui, je reprends à partir d'où? Des consensus ISFM et AGVIM. Allez, c'est parti. Donc, je reprends cette diapo.
Oui, il faut repartager votre écran, s'il vous plaît. D'accord. Alors, on a artérielle systolique dépassant 160 mm de mercure et lorsqu'il existe des lésions des organes cibles, notamment des lésions cardiaques. Et on peut même dire que dans cette circonstance-là, le traitement est à instaurer le plus rapidement possible en raison de la présence même de ces lésions des organes cibles. Le but du traitement, il est très logique, il est double. Il convient de normaliser bien sûr la pression artérielle, c'est-à-dire d'obtenir une pression artérielle systolique en dessous de 160 mm de mercure ou idéalement en dessous de 140 mm de mercure, si l'on se souvient de ce que l'on a vu en préambule, à savoir qu'il existe un état pré-hypertensif avec des risques modérés de lésion des organes cibles, donc un risque qui est présent, même s'il est modéré. Et cet état pré-hypertensif, c'est entre 140 et 159 mm de mercure. Et le deuxième but du traitement, c'est bien sûr faire régresser ou mieux disparaître les lésions des organes cibles et s'il s'agit d'une cardiopathie hypertensive, faire diminuer ou disparaître l'hypertrophie du ventricule gauche et les anomalies associées. On peut citer par exemple la dysfonction diastolique ou encore la dilatation atriale gauche. Alors, est-ce que c'est possible de faire régresser cette cardiopathie hypertensive? La réponse est oui. Chez l'homme, par exemple, et heureusement, la régression et la disparition de la cardiopathie hypertensive est bien décrite. Il y a même un très joli papier avec des recommandations récentes sur le traitement de l'hypertension artérielle par la Société européenne de cardiologie en 2018. Et dans cette publication et ces recommandations, il est bien signalé trois classes de médicaments qui se dégagent des autres, à savoir inhibiteurs calciques et médicaments anti-système rénine-angiotensine-aldostérone, à savoir IECA, inhibiteurs d'enzymes de conversion d'angiotensine, et les ARA2, les ARA2 étant les antagonistes des récepteurs AT1 de l'angiotensine 2. Eh bien, ces trois types de médicaments, inhibiteurs calciques, IECA, ARA2 chez l'homme, ont une efficacité sur la cardiopathie hypertensive supérieure à d'autres antihypertenseurs, bêta-bloquants et diurétiques. Alors, qu'en est-il chez le chat? Eh bien, chez le chat, on a de la chance puisqu'on dispose de ces molécules qui sont considérées comme les plus efficaces pour la cardiopathie hypertensive de l'homme. On a effectivement un inhibiteur calcique qui a une AMM, c'est l'amlodipine. On a des médicaments aussi anti-système rénine-angiotensine-aldostérone avec IECA et un ARA2 qui est le telmisartan. Alors, le premier médicament mis sur le marché dans l'indication hypertension artérielle féline, c'est l'amlodipine. Et le second, plus récemment, c'est le telmisartan dans la même indication, avec en plus une indication anti-protéinurie. Alors, quelle est l'efficacité de ces médicaments dans l'hypertension artérielle et la cardiopathie hypertensive? Eh bien, pour ces deux médicaments, donc amlodipine, telmisartan, on dispose d'essais cliniques très bien faits, des essais cliniques qu'on appelle toujours un peu idéaux, c'est-à-dire PRAP, je les nomme toujours PRAP pour les premières lettres de prospectif, randomisé, en aveugle et même ici il s'agit de double aveugle, contre placebo, on en a un pour l'amlodipine et deux pour le telmisartan. Dans les deux cas, eh bien, l'efficacité des médicaments a été démontrée sur une période d'1 mois. Les études sont assez similaires, avec une réduction à l'initiation du traitement de 25 en gros à 30 mm de mercure. Et la tolérance est bien montrée dans les deux cas sur des périodes de plusieurs mois, entre 4 et 6 mois. Cependant, comme le souligne une revue très bien faite récente, publiée cette année, aucun essai clinique PRAP n'existe à l'heure actuelle comparant l'efficacité des deux antihypertenseurs et aucun essai PRAP n'a inclus de chat avec des valeurs de pression artérielle systolique très élevées, au-delà de 200 mm de mercure, et ou avec des lésions des organes cibles et notamment cardiaques. Et ça, pour des raisons éthiques, puisque bien sûr, c'était des études contre placebo. Et à partir du moment où il y a un groupe placebo, on ne peut pas se permettre de mettre des chats qui seraient à très haut risque. Donc, dans ces essais cliniques, les trois, il y avait uniquement des chats sans lésion des organes cibles et avec une pression systolique inférieure ou égale à 200 mm de mercure. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut quand même se référer, et c'est ce que fait la dernière revue sur le sujet, au fait que l'amlodipine est l'antihypertenseur le plus anciennement documenté chez le chat. On a des premières descriptions dans les années 90 à 2000,
qui étaient des très belles années d'ailleurs. Et dans ces années 2000, 90-2000, on a des descriptions, et même des descriptions un peu plus récentes, de régression des lésions des organes cibles. Avec l'amlodipine, par exemple, il est décrit une diminution de la protéinurie dans 70% des cas, une diminution des lésions oculaires, à peu près, en résumé, une récupération de la vision qui est possible dans près de 60% des cas, un recollement complet de la rétine qui est possible dans près des 3/4 des cas. Et pour le cœur, c'est très pauvre. On a une seule étude avec peu de chats, il y avait 19 chats et 14 traités seulement, mais dans cette étude qui date de 2001, donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup à faire sur le sujet, mais tout de même, cette étude a montré une diminution de la prévalence de l'hypertrophie du ventricule gauche après au moins 3 mois de traitement. Donc, juste pour rappel, la dose initiale recommandée d'amlodipine est de 0,125 à 0,25 mg par kilo par voie orale en une prise quotidienne. La dose devant être choisie en fonction de l'intensité des signes cliniques, puisqu'on sait que l'effet anti-hypertenseur est dose dépendant. Ainsi, il a été montré, et c'est recommandé par l'ISFM, que si la pression artérielle dépasse 200 mm de mercure, il est préférable d'emblée de donner la dose de 0,25 mg par kilo. Si les résultats escomptés ne sont pas obtenus, on peut doubler la dose jusqu'à 0,5 mg par kilo ou associer à une autre molécule, bien sûr le telmisartan, et d'ailleurs l'association est recommandée par la société IRIS. Il est possible également d'associer à un autre médicament antisystème rénine-angiotensine-aldostérone, mais le telmisartan semble avoir et a un effet antihypertenseur supérieur. Les associations sont décrites dans la bibliographie, association amlodipine-telmisartan, amlodipine-bénazepril, et semblent bien tolérées. Une surveillance est conseillée au moins tous les 3 mois de la pression artérielle et des lésions des organes cibles. Et concernant notre sujet du jour, l'hypertrophie du ventricule gauche et la cardiopathie hypertensive, eh bien, pour l'hypertrophie, en tout cas, on n'aura pas de régression d'hypertrophie en général avant 3 mois. Ça prend au moins 3 mois pour que macroscopiquement, on ait des modifications avec des épaisseurs pariétales diminuées. Après, quand on fait des études, quand on a analysé nos résultats en Doppler tissulaire, on voit une amélioration de la fonction diastolique très rapide. Dès que la pression artérielle baisse, la diastole s'améliore en Doppler tissulaire, mais macroscopiquement, pour qu'un antihypertenseur, quel qu'il soit à l'origine d'une régression d'hypertrophie, il faut attendre. Tout ceci vous montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Des études supplémentaires sont bien sûr nécessaires concernant le devenir de ces lésions hypertensives, ces lésions des organes cibles, dont les lésions cardiaques, et l'affinage de leur traitement, en sachant qu'on sait, et ça c'est peu étudié chez le chat, que les médicaments, par exemple, anti-système rénine-angiotensine, ont des propriétés anti-remodelage qui vient encore d'être démontré pour le telmisartan récemment, mais expérimentalement, on attend des résultats chez le chat. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie toute l'équipe avec qui j'ai un très, très grand plaisir de travailler, des plus jeunes aux plus anciens. La Fondation Un Cœur qui soutient beaucoup tous les jeunes de l'équipe avec un certain nombre de postes et de clinicas, notamment clinica faune sauvage et d'assistants hospitaliers qui permettent ainsi de faire un travail qu'on espère au mieux au quotidien pour nos chers animaux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Valérie. Quelques questions ont été posées pendant votre présentation. Alors, je vais commencer celle qui concerne la clinique. L'une question est comment distinguer une myocardiopathie hypertrophique et une cardiopathie hypertensive avec la mesure de pression artérielle systolique? Je peux répondre là? Oui. Oui, c'est bon. Okay. Alors, la question, elle est très bonne parce qu'on se l'est posée. À l'échographie, on n'a pas de moyen de distinguer l'hypertrophie du myocarde de l'hypertendu et l'hypertrophie du myocarde liée à la myocardiopathie hypertensive puisqu'on a les mêmes phénotypes. Je dirais peut-être une petite subtilité, c'est que si vous avez une myocardiopathie, si vous avez un phénotype, on l'appelle comme ça, un phénotype hypertrophique avec vraiment une obstruction marquée et une accélération très importante du sang
qui passe du ventricule gauche dans l'aorte, on a toutes les chances que ce soit pas de l'hypertension artérielle, parce que quand on a un remodelage, nous ce qu'on avait vu, c'est quand on a un remodelage sous-aortique, il est très rare à cause de l'hypertension qu'on ait des accélérations de flux, puisqu'en fait le delta P, VG aorte, si on a une hypertension dans l'aorte, eh bien le delta P ne va pas augmenter vraiment et donc on a des accélérations qui sont subnulles. Donc vraiment, si vous avez une très nette, vous avez un phénotype hypertrophique avec une très nette accélération du sang qui passe du ventricule gauche dans l'aorte, on a beaucoup plus de chances que ce ne soit pas une myocardiopathie hypertensive. Mais mis à part ce cas vraiment très spécifique avec des accélérations de vitesse dans l'aorte, on n'a aucun moyen de savoir, même au Doppler tissulaire. Chez l'homme, il est décrit des modifications au Doppler tissulaire différentes entre l'hypertrophie de l'hypertendu, l'hypertrophie du sportif et l'hypertrophie de la myocardiopathie hypertrophique. Et nous, on a comparé les examens Doppler tissulaire de nos chats myocardiopathie hypertrophique et à hypertension, aucune différence. Donc la seule différence, c'est la mesure de pression. D'accord, merci. Une autre question sur les signes cliniques. Y a-t-il des cas de PUPD dus uniquement à de l'hypertension artérielle? Alors, nous, on en a eu quelques-uns où on n'avait pas de modification de la créatinine et de l'urémie, et on avait tout de même d'excription par les propriétaires de polyuropolydipsie. Voilà. Après, on ne faisait pas de SDMA, donc c'est possible. Après, la plupart du temps, quand même, on a de l'insuffisance rénale ou de l'hyperthyroïdie. Mais on a eu quelques cas comme ça. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est d'où ça vient? Est-ce que c'est une insuffisance rénale subclinique? Est-ce qu'il n'y a pas des modifications des facteurs natriurétiques? Ça, c'est pas très bien étudié. On sait quand même qu'il peut y avoir une modification, une élévation des biomarqueurs, du biomarqueur NT-proBNP. Donc, est-ce qu'on n'a pas des facteurs natriurétiques qui sont stimulés et qui expliquent donc une augmentation de la natriurèse, donc dans ce cas une polydipsie compensatrice? Mais on a eu quelques cas comme ça. D'accord. Alors, je pense qu'il y avait une question qui concernait la toux du chat. C'était probablement lorsque vous faisiez la description des signes cliniques des chats qui venaient en consultation, qui étaient hyper tendus. Est-ce que vous avez une explication, quelque chose à ajouter sur la toux du chat dans ce contexte-là, en sachant que la question n'est pas précise puisque je n'ai que toux du chat? Oui, alors juste, bon, c'est l'occasion, c'est très bien, c'est l'occasion de rappeler que le chat cardiaque, alors quand j'étais étudiante, on disait le chat cardiaque ne tousse jamais. C'est vrai, après il y a des exceptions, toujours dans la vie, et c'est vrai que là on avait eu, de mémoire, je sais plus, c'était un chat ou deux, je sais plus, on avait poulé ça dans les signes respiratoires, mais c'est vrai que la toux, c'est absolument pas le signe clinique de l'insuffisance cardiaque congestive princeps. Le premier signe, c'est la dyspnée restrictive. Donc la toux est rare. Mais on en a eu, je ne sais plus combien, ça date un peu, mais on en a eu un ou deux qui toussaient, en plus de la dyspnée. Ils étaient tous dyspnéiques de toute façon. D'accord. Toujours concernant les signes cardiaques, est-ce que l'on peut rencontrer un SAM lors d'une cardiopathie hypertensive? Très bonne remarque. Oui, j'ai déjà vu. Alors, on ne l'avait pas décrit à l'époque, mais oui. Tout à fait. Notamment dans les remodelages où le septum, il y a un bourrelet septal, parce qu'on sait que le bourrelet septal, c'est difficile, je peux le mimer comme ça avec les bras, mais avec les mains, quand vous avez un bourrelet septal, en fait, le sang a tendance à suivre le bourrelet, donc il va contourner le bourrelet, et dans ce cas-là, il va se retrouver sous la mitrale, qu'il va soulever pour le ramener vers le bourrelet. Donc c'est vrai que tout ce qui modifie la région sous-aortique favorise les mouvements systoliques antérieurs mitraux. D'accord. Et une autre question, toujours liée à l'échocardiographie, une très nette accélération de l'éjection. Quelle est la valeur de vitesse max? Ok. Alors, comme je dis toujours à mes étudiants pour qu'ils retiennent, sur l'autoroute, c'est 130 km/h. Dans l'aorte d'un chat, c'est 2 mètres secondes. On parle en mètres par seconde, donc c'est 2 mètres secondes. Alors ensuite, on a pour habitude de dire que
le cardiologue n'aime pas le mètre seconde, il adore le millimètre de mercure, donc on préfère transformer les vitesses en millimètres de mercure. Donc ça, c'est des choses qui paraissent compliquées, mais c'est très simple, même pour ceux qui font pas d'échographie. Il y a une formule qui s'appelle la formule de Monsieur Bernoulli, Monsieur Bernoulli était formidable parce que grâce à lui, on fait plein de choses, et notamment on transforme les vitesses en gradient de pression de part et d'autre de l'obstacle. Et c'est vrai qu'il y a cette formule simplifiée qui nous dit que delta P égale 4 fois la vitesse au carré. En d'autres termes, quand j'ai une vitesse maximale de 2 mètres par seconde, si je fais 2 au carré, ça fait 4 fois 4, ça fait 16. Donc ça veut dire que le gradient de pression de chaque côté de la valve aortique, la différence de pression entre le ventricule gauche et l'aorte, c'est maxi 16. On a pour habitude de dire que, bien, au-dessus de 16, c'est qu'on a une surpression dans le ventricule gauche. Et on a pour habitude de dire que, à partir de 80 mm de mercure, donc de 16 à 80, ça fait un pas, à partir de 80 mm de mercure, c'est un rétrécissement, donc une obstruction qui est assez importante, et à partir de 100 mm de mercure, c'est même très important. Donc c'est ça, on reporte la classification de l'enfant, on le reporte chez le chat. Juste une remarque, c'est dans le consensus Agvim chat, on a beaucoup réfléchi, est-ce qu'on donnait ce cutoff de 100 mm de mercure pour définir des hypertrophies très importantes, mais en fait on sait qu'un chat qui stresse, il peut monter facilement à 100, alors que chez lui, quand il ne stresse pas, il sera plutôt à 50. Donc volontairement, on n'a pas mis de cut-off de très important, de gradient de pression très important dans le consensus Agvim-Chat. Néanmoins, quand même, si vous avez un gradient de pression de 100 mm de mercure, ou plus, c'est peu probablement quand même de l'hypertension artérielle. Voilà. D'accord, merci. On va passer maintenant aux questions sur la mesure de pression artérielle. En pratique quotidienne, y a-t-il un matériel plus facile d'utilisation et dont les mesures sont interprétables et fiables? Ah, la question est difficile. Alors, d'après les consensus, si je résume, j'ai très épuré. Si vous prenez le dernier consensus Agvim, si vous prenez les deux derniers, donc Société internationale de médecine féline et consensus Agvim, vous pouvez utiliser les deux méthodes, Doppler et oscillométrique. Si vous nous dites d'ailleurs qu'est-ce qu'on utilise dans l'équipe, alors tous les jeunes, les assistants, etc., ils ont l'habitude d'utiliser, ils font ça très très bien, et ils utilisent que le Doppler, ils préfèrent, parce qu'ils disent que quand le chat bouge, quand les artères sont petites, quand le chat est même un peu déshydraté, ils ont un meilleur signal qu'en oscillométrique. Donc je vous rapporte une expérience de terrain, et c'est tous les jours qu'ils mesurent des pressions. Mais vous pouvez aussi utiliser la méthode oscillométrique. Là, vous avez plusieurs marques de machines, celle qui est, alors moi j'en vends pas, donc je suis très à l'aise pour en parler, mais si je rapporte juste des faits, ce que j'essaye toujours de faire en pratique, l'ISFM parle plutôt de la méthode HDO qui semble donner des résultats assez fiables, et d'ailleurs je pense que c'est la raison pour laquelle, mais Cécile pourra me confirmer, c'est la raison pour laquelle l'essai clinique réalisé pour montrer l'efficacité de l'amlodipine a utilisé la méthode HDO. Je ne sais pas si tu veux. Voilà. Je confirme. Voilà. Après, il y a une autre marque qui est assez simple d'emploi. C'est vrai que nous, on en a eu un moment dans le service. C'est avec le PETMAP. La seule chose, c'est que on en a discuté encore récemment avec des confrères. On est juste un petit peu gêné parce que quand on regarde la notice du fabricant, eh bien le fabricant indique que la valeur de pression mesurée est supérieure à ce qu'on peut avoir par méthode Doppler, qui est une méthode indirecte de référence aussi. C'est HDO et Doppler. Et donc, le fabricant indique que, par exemple, si vous avez 190 mm de mercure de pression, ben, vous devez enlever 20, 170, et là, le fabricant considère qu'il y a hypertension. Et là, on est un petit peu gêné parce que normalement, c'est 160 d'après le consensus. Donc, je pense que c'est mieux de se retourner vers le fabricant pour savoir ce qu'il en pense. Et c'est vrai que là, il y a une petite discordance entre les consensus qui indiquent 160 et là, la nécessité pour cette marque-là, apparemment qui surestime, apparemment de diminuer quand même de façon non négligeable la valeur obtenue, à environ 20 mm de mercure. Je ne sais pas si j'étais claire. Je pense. Okay. On aura un retour. Alors, on va poser une dernière question clinique avant de passer au traitement.
Dans votre expérience, quelle est la proportion de chats hypertendus parmi les chats myocardiopathie hypertrophique, MCH? Alors, la question, elle est très bonne. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que, comme chez l'homme, la myocardiopathie hypertrophique ne donne pas d'hypertension. La seule chose qu'elle peut donner, mais plus chez l'homme que chez le chat, c'est de l'hypotension, et notamment lorsqu'elle est obstructive. Alors, vous savez que chez l'homme, c'est une cause classique d'hypotension. L'homme fait plus d'hypotension parce qu'il a la malchance d'être sur deux pattes. Le chat en fait moins, probablement par sa position à quatre pattes, qui est qui est bénéfique en fait pour le cœur. Et alors nous, on avait regardé la proportion de chats hypotendus. On en avait un certain nombre. D'ailleurs, l'hypotension explique un certain nombre de malaises chez ces animaux. Là, on sait que les syncopes sont rares chez le chat atteint de myocardiopathie, mais quand on les a, c'est soit des arythmies, soit une hypotension par obstruction sous-aortique. Donc c'est plutôt l'hypotension que l'hyper qu'on n'a pas du tout. D'accord. A priori. Alors, concernant les traitements, alors, est-ce que le Sémintra chez un chat insuffisant rénal protège-t-il de l'hypertension? Alors oui, il est recommandé. Hein. En fait, quand vous regardez les recommandations, par exemple Iris, je les ai encore regardées hier soir pour voir s'ils n'avaient pas fait un petit changement de dernière minute, donc pour qu'on soit bien, que je vous donne des infos actualisées. Quand vous regardez les recommandations Iris, quand vous regardez vous lisez la dernière revue sur le sujet, là encore, qui est très bien faite, qui a été publiée dans le Vet Clinic North America, dans l'hypertension artérielle de la maladie rénale chronique, donc qui est la cible de la société Iris, ils recommandent l'un ou l'autre, sans préférence, amlodipine ou telmisartan. Quand vous lisez même la revue, ils disent c'est à la discrétion du clinicien. C'est vraiment très dépendant du clinicien puisque les essais cliniques sont similaires et l'efficacité, la tolérance est bien démontrée. Donc vous pouvez utiliser l'un ou l'autre et si ça ne marche pas, ce que recommande la société Iris, vous associez les deux. Je rappelle la dose pour le telmisartan, c'est 2 mg kg en une prise quotidienne. D'accord. Est-ce que vous voulez préciser, ça revient à peu près à la même question, mais la dose de telmisartan en association avec l'amlodipine, donc a priori 2 mg. Mais quand on regarde la société, voilà, quand on regarde ce qu'indique la société Iris, c'est 2 mg kg. Peut-être qu'il y a des données internes que je ne connais pas. En tout cas, les recommandations, c'est 2 mg kg. Alors après, moi, je n'ai pas de recul du tout, donc je reste vraiment très modeste là-dessus. Je vous fais part juste de les recommandations Iris. Donc, ils associent les deux. Ils ne parlent pas de changement de dose. Après, peut-être, comme on sait que c'est un médicament efficace, mais je pense qu'un suivi tensionnel doit être réalisé et peut-être diminuer les doses si effectivement vous constatez, d'ailleurs c'est recommandé dans les RCP, de réduire à 1 mg kg si on a un effet trop important. Moi, j'ai aucun recul sur cette association en pratique. D'accord. Et peut-être une dernière question, quid du pimobendan? Est-ce qu'il est associable ou non? Alors, le pimobendan, c'est un caninodilatateur qui a de très bonnes indications. La seule chose, c'est que dans le cadre d'une hypertrophie, ça n'est pas indiqué, ça fait même partie des contre-indications. Là, ce qu'on veut, c'est baisser la pression dans l'artère, dans l'aorte. Et comme c'est un excellent inotrope, on va plutôt avoir tendance à la monter. Donc, c'est pas le médicament indiqué. Vraiment, les recommandations, c'est plutôt amlodipine, tout ce qui baisse la pression. Donc, on n'a pas intérêt à augmenter le débit parce qu'on sait que, peut-être je n'ai pas eu le temps de le dire, mais la pression artérielle, c'est le produit du débit cardiaque par les résistances périphériques totales. Et c'est vrai que quand vous utilisez un inotrope, vous montez le débit. Donc, c'est extrêmement intéressant dans certaines affections. Mais là, en l'occurrence, ce qu'on aimerait bien, c'est relâcher la pression. Donc, on a amlodipine, telmisartan.
Et puis, c'est vrai qu'on peut, alors si je peux citer un autre médicament, ce sont les bêta-bloquants, alors qui sont absolument pas recommandés en première intention. En première intention, c'est amlodipine, telmisartan, à la discrétion du clinicien si on s'en suit à la dernière publication. Mais les bêta-bloquants, on va plutôt maintenant les réserver. Donc c'est l'inverse, hein, ils vont relâcher la pression, c'est vrai, par baisse de la fréquence cardiaque, entre autres, qui baisse le débit. Mais les bêta-bloquants ne sont pas recommandés, sauf parce qu'ils sont moins efficaces que les deux premières molécules, sauf lors de tachyarrhythmie associée à l'hyperthyroïdie. Donc il y a un papier très bien fait qui a montré que si on a des chats hyperthyroïdiens hypertendus, le bêta-bloquant, dans 100% des cas, il va baisser la fréquence, baisser la pression. Par contre, normaliser la pression, il y arrivera que dans 30% des cas. Donc, ce n'est pas aussi puissant que les deux autres antihypertenseurs, mais ça a des effets, notamment sur la baisse de fréquence, qui peut être intéressant si on a un chat hyperthyroïdien tachyarrhythmique. J'en profite pour rappeler que dans l'hyperthyroïdie, on a une surexpression des récepteurs bêta, on a augmentation de leur nombre et de leur sensibilité, et cette surexpression bêta fait que les bêta-bloquants sont tout à fait pertinents lorsqu'on a des arythmies en particulier, tachyarrhythmie. D'accord, merci. Alors, j'allais clôturer. Il reste juste, malgré tout, peut-être que la question sur la proportion de MCH n'était pas forcément très claire, donc je vais la reposer. C'est quelle est la proportion de MCH qui est due à une hypertension artérielle? Eh bien, elle est bonne la question. Alors, je peux répondre dans le sens où, quand j'ai hypertension, j'ai 85% de phénotype, on l'appelle comme ça depuis le dernier consensus. Donc, quand j'ai une hypertension, j'ai 85% d'hypertrophie du myocarde, donc de phénotype hypertrophique. Après, dans la proportion, j'ai pas les chiffres, même pas nos chiffres. D'ailleurs, c'est une bonne question. Et c'est vrai que nous, en pratique, on voit beaucoup plus de myocardiopathie hypertrophique primitive que d'hypertension. Mais on est peut-être biaisé parce que je pense que dans d'autres services, par exemple, je demande à mes collègues de médecine interne, je pense que eux, ils voient plus d'hypertendus. Nous, on a les chadras qui viennent pour des dépistages, etc. Donc, ça biaise un petit peu, je pense, selon le recrutement. D'accord, merci. Mais écoutez, comme on arrive à l'issue de l'heure, on va donc arrêter ce webinaire-là. Merci encore beaucoup, Merci. Valérie. Le replay sera bien évidemment disponible et revisualisable à votre convenance. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Cécile, au revoir tout le monde.